Au moment du tournage de Paris n'existe pas, on est à la fin de l'été 68. Donc la France se remet des événements de mai 68. Et Serge, lui, il se remet pas du tout de sa rencontre avec Jane Birkin, dont il est tombé raide amoureux. Alors Jane Birkin, il l'a rencontrée grâce à Pierre Grimblat, qui est un réalisateur, et qui l'a engagé, lui et Jane, pour les premiers rôles d'un film intitulé Slogan, dans lequel Serge joue le rôle d'un réalisateur de films publicitaires qui rencontre une petite Anglaise à Venise qui du coup abandonne femme et enfant. Alors ce qui est intéressant, c'est au niveau de l'anecdote, c'est que Slogan s'est tourné pour moitié, à l'inverse de la chronologie, s'est tourné pour moitié à Paris au printemps et va se tourner, après le tournage de Paris n'existe pas, à Venise à la rentrée 68. Entre-temps, Pierre Grimblat, qui est très fier d'avoir découvert Jane Birkin lors d'un casting à Londres, a recommandé Jane à un autre réal qui s'appelle Jacques Deray. Jacques Deray qui cherche un second rôle féminin pour La Piscine, avec Alain Delon, avec Maurice Renet et avec Romy Schneider. Et comme le raconte Richard Leduc, pendant le tournage de ce film-là, de Robert Benayoun, Serge est très énervé, très inquiet, il est même fou de jalousie. D'ailleurs, pendant le tournage, au mois d'août, il descend à Saint-Tropez. Il atterrit à Nice, il a loué une limousine avec chauffeur, mais alors la super grande limousine avec laquelle il file à Saint-Tropez. La limousine va avoir toutes les peines du monde à se déplacer dans les petites ruelles de Saint-Tropez. Et quand il arrive sur le tournage de La Piscine, parce qu'il flippe évidemment à l'idée que les deux plus beaux acteurs du cinéma français de l'époque, Renet et Delon, surtout Delon, qui a quand même une réputation de séducteur, ne lui pique Jane sous le nez. Donc il arrive et il montre à Jane qu'il est armé, qu'il a un revolver. Et il dit à Jane, regarde, si un de ces deux salopards t'approche, regarde, je suis armé. Et à son retour à Paris, Serge a rendez-vous avec Françoise Hardy. Donc tout ça se passe dans un mouchoir de poche, hein, vraiment, à un même moment. Serge a rendez-vous avec Françoise Hardy, à qui il a promis les paroles d'une chanson qui va s'appeler « Comment te dire adieu ?» avec les fameuses rimes en X. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Et il lui écrit aussi L'Anamour, c'est une des plus belles chansons qu'il compose en 68, tout en lui disant aussi combien il est inquiet que Delon séduise Jane, dont il est tombé fou d'amour. Mais je crois que si Robert Benayoun donne un rôle de dandy à Gainsbourg, c'est parce que c'est comme ça qu'il le voyait. Et puis d'ailleurs, il n'était pas le seul, parce que je pense que c'est le dandysme de Gainsbourg qui avait séduit Bardot quelques mois plus tôt. On se souvient qu'à la fin de l'année 67, Brigitte et Serge avaient vécu une histoire absolument torride qui n'avait duré que quelques semaines, mais qui, de l'aveu des deux principaux intéressés, les avait marqués au fer rouge. Hein, c'était l'époque où Bardot préparait un show à la télé et que Gainsbourg lui avait écrit Bonnie and Clyde et Harley Davidson, etc. C'est certainement le dandysme de Serge qui avait séduit Brigitte. Et Serge lui avait écrit au même moment la première version de Je t'aime moi non plus. Il l'avait enregistrée, une version très chaude, mais qui n'était pas sortie parce que Bardot avait pris peur. Et si ce n'est pas Bardot, c'est sans doute sa manageuse ou son agente de l'époque qui s'appelait Madame Olga, qui avait dû lui dire « Mais enfin, tu ne peux quand même pas sortir cette chanson érotique durant laquelle tu soupires tout du long. Je veux dire, ça va faire scandale, ça va ruiner ta carrière, toi qui es une des plus grandes stars du cinéma. » Et puis, Serge avait été blessé dans son orgueil parce qu'il avait quand même, lui, qui était persuadé d'être un homme laid, il avait quand même réussi à séduire la plus belle femme du monde, ce qui est très dandy aussi d'ailleurs. Mais Bardot était parti en Andalousie pour tourner un film de série Z qui s'appelle Chalaco avec Sean Connery. Et elle était tombée, Don Juan comme elle était tombée dans les bras du premier assistant réal venu. Et du coup, Serge avait une sorte de blessure d'orgueil. Et en même temps, il n'avait pas pu sortir Je t'aime moi non plus, donc il le regrettait un petit peu. Dandy encore quand Pierre Grimblat présente Jane à Gainsbourg. Donc Grimblat a sélectionné Jane à l'issue d'un casting qui s'est passé à Londres et il amène Jane chez Serge, ou plutôt chez ses parents. Parce qu'à l'époque, Serge squatte chez ses parents. Ils viennent s'acheter le petit hôtel particulier, comme il disait, une petite maison en réalité, au 5 bis rue de Verneuil. Mais il y avait des travaux à faire, et vous imaginez bien, parce que là on est au printemps 68, avec les événements de mai, les travaux, ça n'avance pas des masses. Bref, Gainsbourg reçoit Grimblat et reçoit Jane surtout, alors qu'il est en train de donner une interview à des journalistes. Et Jane raconte
j'ai vu ce mec, il portait une chemise mauve, il était entouré de posters de Brigitte Bardot, et il était en train de donner une interview et de faire écouter aux journalistes à plein volume la version de Je t'aime moi non plus avec Brigitte. Et alors évidemment, Jane raconte combien elle était troublée, parce qu'il y avait les soupirs de Brigitte. Et elle dit, et je me demandais ce que c'était. Moi, j'étais hot under the collar, j'avais chaud sous le col à cause de cette chanson. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est, ce poseur avec cette chemise mauve, etc. Alors, pour l'anecdote, après le tournage de Paris n'existe pas, de Slogan et de la piscine pour Jane, c'est-à-dire qu'on est vers octobre-novembre 68, Serge et Jane vont à Londres enregistrer la nouvelle version de Je t'aime moi non plus, celle que tout le monde connaît, celle qui va faire le tour du monde et se vendre à des millions d'exemplaires. Quel est le rôle de Gainsbourg dans Paris n'existe pas? Eh ben, je ne le sais pas vraiment. Est-ce qu'il est peintre? Est-ce qu'il est critique d'art? Est-ce que c'est une sorte de mentor ou d'ami de Simon qui est joué par Richard Leduc? Je ne sais pas, et ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. En tout cas, c'est sûr que Robert Benayoun et Gainsbourg avaient pas mal de points en commun. Alors, il ne faut pas oublier que Gainsbourg était à l'origine un peintre frustré. Il avait cherché sa voie dans la peinture, il avait commencé à dessiner et à peindre quand il était adolescent, et puis finalement il avait fait chanteur parce qu'il n'avait pas trouvé sa voie. Et évidemment, Gainsbourg savait que Benayoun avait été très proche des surréalistes dès la fin des années 40. Et Gainsbourg était fasciné par les surréalistes. Et Benayoun était une sorte de fils spirituel d'André Breton. Donc ça aussi, ça devait les rapprocher. Autre point commun, Benayoun et Gainsbourg sont fans de bande dessinée. En 68, c'est-à-dire l'année du tournage de Paris n'existe pas, Benayoun a sorti un bouquin qui s'appelle Le ballon dans la bande dessinée et qui est sous-titré Vroom, Tchak, Zoui. Gainsbourg lui-même, quelques mois plus tôt, a enregistré une nouvelle version de comic strip avec Bardot, avec les fameux Zip Shebam, Pow, Blop, Whiz. Et d'ailleurs, dans Paris n'existe pas, il y a de la bande dessinée, on croise des personnages comme Pim Pam Poum, dont Serge était fan quand il était gamin. On croise des personnages des Peanuts de Charles Schulz, et on croise aussi Submerman, qui est un personnage de Loeb et Pichard, qui est un personnage oublié dans l'histoire de la BD, mais pourtant, et qui était publié à l'époque dans Pilote. Et puis je pense aussi qu'il y a une réflexion sur l'art contemporain qui doit rapprocher Benayoun et Gainsbourg, qui sont tous les deux, à leur manière, des enfants du surréalisme. Parce qu'enfin, l'art moderne, en cette fin d'année 60, on a l'impression qu'il est arrivé dans une impasse. On a vu, ou alors il ne sert plus qu'à épater le bourgeois qui est le seul à pouvoir se le payer, cet art contemporain. On a vu se succéder à une vitesse absolument stupéfiante toute une série de mouvements dans la foulée du surréalisme. Il y a eu l'expressionnisme abstrait, le pop art, l'op art, l'hyperréalisme, l'art cinétique, l'art conceptuel, l'art minimaliste. Et pire encore, il y a eu la fumisterie totale des happenings ou les bouffons de support surface. Donc il y a cette réflexion qui fait dire à Simon et Laurent, donc à Richard Leduc et à Serge Gainsbourg, des phrases définitives et prémonitoires du genre « l'art moderne est en train de crever, il meurt de vieillesse », ou alors dans la bouche de Gainsbourg « tu es un peintre qui pense, pire encore, tu es un peintre qui peint ». Ces considérations sur l'art moderne qui est en train de crever, on va les retrouver en filigrane dans un conte parabolique que Gainsbourg va publier une douzaine d'années plus tard à la NRF et qui s'intitule Evgueni Sokolov, dans lequel on trouve des réminiscences de son propre passé de peintre. Et Evgueni Sokolov étant un artiste qui a un succès mondial absolument fulgurant parce qu'il a un trait qui éblouit les foules, sauf que ce trait est causé par un problème de flatulence. Une très belle histoire que je vous raconterai une autre fois. Au moment où je le rencontre, je vais chez lui, rue de la Pompe, je crois, et je suis déjà